confuse Monsieur Fall. Quelle est la question? Vous avez compris la question? Il a compris la question, certainement. Non, mais s'il n'a pas compris, je reviens dessus. Non, vous me bon, posez oui ou non un acte de reconnaissance à l'égard, en termes clairs. Oui ou non un acte de reconnaissance pour vous à l'égard de M. Toumba Diakité, dont la réalisation du complot initié par vous vous a permis d'accéder au pouvoir. C'est vous qui défendez toujours cette notion de complot. J'ai répondu clairement que cette histoire de complot ne nous concerne pas, mais je tiens à vous dire que puisque vous parlez de complot et que vous considérez que M. Alpha Condé était le chef du complot, c'est ce monsieur-là qui allait chercher Toumba à Dakar, qui l'a mis en état d'arrestation pour l'amener en Guinée. Quelle récompense alors pour son complice de complot? Tout le monde peut tirer les leçons qu'il veut, tout le monde. Cette histoire de complot, c'est vraiment, je laisse dans votre camp. Est-ce que l'histoire du peuple de Guinée retiendra que vous avez été reconnaissant, vous, M. François Loseni Fall, à l'égard de M. Toumba Diakité, l'aile militaire de votre complot? Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Fall, c'est vous qui avez parlé de l'arrestation de Toumba Diakité pour la Guinée. Vous venez de donner cette réponse-là à une de mes questions. Monsieur Toumba Diakité, vous savez comment il est revenu du Sénégal pour être arrêté à Conakry? Je ne cherche pas à savoir comment Toumba Diakité a été arrêté. J'ai juste voulu vous faire comprendre que c'est le président Alpha Condé qui avait utilisé justement les accords judiciaires d'extradition existants entre la Guinée et le Sénégal et qui a mis en exergue cette... Mais je ne voudrais pas rentrer sur... Très bien. Là ne m'intéresse pas, maître. Très bien. Ça ne m'intéresse pas du tout. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse. À cette barre, ça m'intéresse. Parce que nous sommes là pour éclairer la raison du tribunal. Ça m'intéresse. C'est ce qui m'amène à vous poser la question. Allez-y alors avec d'autres questions. Ok, Monsieur le Président. Vous savez que Toumba Diakité a été mis aux arrêts à Dakar parce que simplement votre gouvernement, le gouvernement dans lequel vous étiez, d'ailleurs le secrétaire général de la présidence, je crois, hein, si je ne me trompais, Monsieur Alpha Condé, dont Monsieur Alpha Condé était le président, Toumba Diakité a menacé mettre au grand jour, si son argent, ces 10 milliards, le complément de ces 10 milliards ne sont pas payés, il va tout mettre au grand jour. Oui ou non, ce qui a motivé son arrestation, que vous êtes en train de préciser maintenant, à Dakar pour Conakry. Combien de fois... Ça, c'est connu de tous les Guinéens. Laissez-le répondre. Vous posez des questions et vous commentez et vous voulez que je réponde. Si vous me donnez le temps de répondre, je vous le dirai. Et comment pourrais-je vous dire que Toumba et Alpha, cette histoire de créance, comment voulez-vous que je réponde à cette question? Toumba est devant la justice. Posez la question à Toumba. Moi, je n'étais pas au courant de cette histoire-là. Et comme Toumba est ici, vous allez poser la question à Toumba. Moi, cette question ne m'intéresse pas, je ne suis pas au courant. Et je vous dis encore une fois que l'histoire de complot, je laisse ça entre vos mains. Je me tiens à l'écart de cette question qui ne m'intéresse pas du tout. Je n'y crois pas, encore une fois je le dis, je n'y crois pas du tout. Et nous, on n'était pas dans un complot, comme vous le dites, pour avoir tenu des réunions en public, pour avoir écrit et dit publiquement qu'on allait marcher, qu'on n'allait pas marcher d'ailleurs, qu'on aurait organisé une manifestation, un meeting. Si c'est ça faire un complot, et encore, je tiens à vous dire qu'on ne nous a pas refusé l'accès du stade du 20 septembre. Nous n'avons pas reçu de réponse. On n'a pas reçu des réponses écrites. C'est cela la réalité. Mais puisque votre ligne de défense, c'est sur le complot, franchement, je laisse le tribunal l'apprécier. Je ne suis pas là.
Vous avez soutenu à cette barre que vous avez eu accès au stade en triomphe. Alors que l'organisation était prévue, la manifestation était prévue à l'esplanade du stade. Vous ne pensez pas vous-même avoir violé le programme que vous avez tracé? Une autre question. Monsieur, mon distingué confrère de la partie civile, parlant des deux commissions d'enquête nationale et internationale, vous avez dit, si je me trompe, veuillez me rectifier, vous avez dit que la commission internationale d'enquête aurait été instituée par les Nations Unies. Vous pensez que Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, qui avait déjà créé la Commission nationale indépendante d'enquête et qui a aussi fait appel à la création de la Commission internationale d'enquête, n'eût été son accord, bien sûr, cette commission indépendante internationale serait instituée? Maître. Si c'est ça votre pensée. C'est votre question? Oui, bien sûr. Maître, je vais vous dire que après les événements du 28 septembre, il y avait eu déjà des condamnations, il y avait déjà des sanctions contre le CNDD, contre les membres du gouvernement. Le CNDD savait déjà que l'ampleur des crimes était connue de la communauté internationale. Les Nations Unies étaient déjà au courant de ce qui s'était passé. C'est bien Ban Ki-moon qui a saisi le Conseil de sécurité à sa capacité de secrétaire général des Nations Unies, ce que lui confère la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est sur la base de cette requête que le Conseil a autorisé l'envoi de la Commission internationale d'enquête, présidée par un ancien président de la Cour internationale de justice de La Haye. Et que cette commission nationale qui a été installée et autres, dont a parlé la commission, parce que c'est quand ils sont arrivés ici qu'ils ont dit qu'on leur a dit que cette commission avait été créée. Elle a été créée pour parer justement, pour éviter que la communauté internationale ne s'intéresse à cette question. C'était une stratégie qu'ils avaient développée, mais ça ne pouvait pas marcher. Parce que ce qui était en jeu était plus grave. On ne pouvait pas accepter que ceux qui sont supposés être les auteurs de ces crimes, qu'on permette à ceux-là de mettre en place une commission. Déjà, les Nations Unies n'avaient plus le devant, et le gouvernement guinéen pouvait dire non. Mais le gouvernement guinéen s'exposait alors à des actions très graves de la part du Conseil de sécurité et de la Cour pénale internationale. Le gouvernement guinéen ne pouvait pas, et dans leur propre intérêt, ils ont eu la sagesse de ne pas s'y opposer. Parce que si c'était opposé à l'envoi de la Commission internationale d'enquête pour des crimes présumés être comme des crimes contre l'humanité, la Cour pénale aurait été saisie automatiquement par le Conseil de sécurité, et Commission internationale d'enquête ou non, la Cour pénale aurait ouvert le dossier guinéen immédiatement. Donc, je crois que les membres du CNDD ont été sages en acceptant que cette commission internationale se rende à Conakry. Voilà ce qui s'est passé, maître. C'est ça la réalité. Très bien. Vous avez également dit à cette barre, répondant à une des questions d'un de mes confrères de la partie civile, que le gouvernement auquel vous avez appartenu n'avait pas la volonté d'organiser le procès qui se tient maintenant par devant ce tribunal criminel. Vous l'avez dit. Est-ce que vous savez pourquoi?
Est-ce que vous savez pourquoi le gouvernement auquel vous avez appartenu, vous, M. François Losséné-Fall, présidé par M. Alpha Condé, ce gouvernement a refusé d'organiser le procès qui se tient maintenant. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Laissez-le répondre. Quand vous posez une seule fois la question, laissez-le répondre. Vous répondez souvent à vos propres questions, malheureusement. Et honnêtement, je vous dis que ce n'est pas le gouvernement qui n'avait pas la volonté. Si on avait sondé les membres du gouvernement, je suis sûr que 90% auraient été en faveur de l'organisation du procès. Nous sommes dans un régime présidentiel et que ce genre de décisions, ces décisions sont prises au plus haut niveau. Je l'ai dit clairement l'autre jour que le président de la République de l'époque n'avait pas la volonté politique d'organiser ce procès. Des ministres qui se sont succédés ici, certains voulaient le faire, même le premier qui était à ce poste, qui était d'ailleurs très proche du président à l'époque, était en faveur. Et c'est d'ailleurs lui qui avait demandé, c'est par lui qu'on est passé pour demander à la Cour pénale internationale que la complémentarité puisse nous permettre d'organiser le procès ici. Donc la stratégie, c'était de retirer le dossier entre les mains de la CPI et de dire que nous, on allait l'organiser, sachant bien qu'on ne voulait pas l'organiser. Je ne porte aucune responsabilité dans cette décision. Je me suis opposé à cette décision. Quelqu'un qui est en faveur de cette décision ne fait pas des déclarations publiques, ne publie pas un livre pour parler de ces crimes. C'était pour dire que je n'étais pas d'accord. Moi, je voulais la justice. Et ce que j'ai écrit publiquement, j'ai réclamé la justice. Certes que je n'ai pas été entendu, puisque je n'étais pas le président de la République. Si j'étais le président de la République, après les élections de 2010, je crois qu'une de mes premières actions, dans le cadre de la réconciliation nationale, dans le cadre de la restauration de l'état de droit en Guinée, j'aurais organisé le procès dans le courant de l'année 2011. Et ça, je peux vous l'assurer. Malheureusement, je n'étais pas le président. Voilà. Oui, malheureusement, vous n'avez pas répondu à ma question. Malheureusement. Parce que moi, j'ai voulu savoir si vous savez pourquoi ça n'a pas été organisé sous votre régime. Faites venir M. Alpha Condé. Comme on parle de lui au cours de ce procès, le tribunal est libre de le faire venir. Et en ce moment, le tribunal lui posera la question pourquoi il n'a pas organisé ce procès. Mais moi, je sais qu'il ne voulait pas organiser ce procès. Moi, je le sais. Voilà. Et je me limite à cela, maître. Voilà, je vous comprends. Il ne pouvait pas organiser ce procès. Il ne voulait pas organiser ce procès, comme vous l'avez dit. Vous dites qu'il ne voulait pas organiser ce procès. Nous sommes d'accord jusque-là. C'est à cause de votre implication, oui ou non, à cause de votre implication dans les événements du 28 septembre, que vous avez initié à travers votre complot, oui ou non? C'est pourquoi vous avez refusé d'organiser ce procès. C'est dommage, vous êtes toujours dans l'esprit de complotite. C'est un gène qui nous suit depuis très longtemps. Mais je vous dis que nous n'étions pas dans la logique de complot. Et nous n'étions pas là. Et je le dis encore une fois, que si ça ne dépendait que de moi, on aurait organisé ce procès. Et moi, j'ai réclamé ce procès publiquement, plusieurs fois, même étant membre du gouvernement. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Dites-moi. Je l'ai dit et je l'assume et je continue à le dire. Je ne peux pas connaître les raisons. Demandez à M. Alpha Condé. Mais c'est vous qui le dites. Parlez de complot. Je ne veux pas commenter l'histoire de complot. C'est votre responsabilité. Voilà. Monsieur Fall, est-ce que vous avez suivi les débats lors de la comparution des différents accusés, nos différents clients, par devant ce tribunal? Est-ce que vous avez suivi les débats? Je suivais quelques séquences. Très bien. Pas le tout. Très bien. Est-ce que vous avez effectivement écouté commandant Toumba Diakité?
Qu'a-t-il dit? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. J'ai suivi quelques séquences, mais je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Il a soutenu à cette barre, pour votre information, qu'il n'a reçu lorsque Monsieur le Président lui a posé la question de savoir qui vous a envoyé au stade. Il a répondu par personne. Je vous pose la question suivante. Parce que vous voulez faire croire au tribunal de ce siège que Toumba aurait été envoyé par quelqu'un. Quand vous le voyez, vous voyez derrière lui le président Dadis. Quelle est la question? La question est de savoir comment est-ce qu'il peut penser que derrière Toumba se trouverait le président Dadis. Il a déjà répondu à ça. Celui-là qui dit... Allez-y avec une autre question. Il a parlé de ça. Et c'est vous-même qui avez posé cette question. Mais, Monsieur le Président, avec votre permission, oui. je voudrais peut-être rappeler à Maître que vous êtes en train d'aider Toumba. Si Toumba n'est pas allé au stade, s'il n'a pas été envoyé par le président du CNDD, et quand moi j'explique le modus operandi, alors on est tenté de croire que Toumba était venu pour sauver les leaders. Sauver les leaders vient de vous, M. Fall. Parce que dans une contradiction totale, entendue par ceux qui suivent les débats par devant ce tribunal, vous êtes en train de dire que Toumba était venu pour vous arrêter. Vous êtes en train de dire que Toumba, après la clinique Ambroise Paré, il vous aurait conduit à l'état-major de la gendarmerie, où vous auriez été arrêté. C'est vous qui êtes en train de le dire. Je ne suis pas en train d'aider Toumba, je ne suis pas son avocat. Une autre question. Est-ce que vous saviez qu'à la date du 28 septembre, un communiqué avait été rendu public la veille? Bon, vous ne revenez que sur des questions qui avaient été posées, répondues plusieurs fois. Je vous laisse seulement faire, mais vous n'êtes en train de poser que des questions qui avaient déjà été posées et répondues. Monsieur le Président, moi je ne répondrai plus aux questions qui ont été posées. S'il vous plaît, si vous avez de nouvelles questions, allez-y. Monsieur le Président, avec votre permission. J'avais voulu savoir, Monsieur Fall, si vous avez entendu ou même écouté le communiqué interdisant ou invitant. Une autre question. Est-ce que vous savez qu'il était interdit aux militaires de sortir des casernes? Une autre question. Très bien. Monsieur Tal, vous avez fait tellement d'hypothèses à cette barre, beaucoup d'hypothèses à cette barre. Est-ce que vous savez que en vous faisant passer pour victime, je dis bien en vous faisant passer pour victime, quoique vous ayez été un des organisateurs,
un des meneurs, comme vous le dites vous-même, des événements du 28 septembre. La question. Mais comme je n'ai pas encore commencé. Vous avez l'obligation de rapporter la preuve de vos déclarations, étant entendu que vous n'êtes pas témoin. Une autre question. Monsieur, je voudrais terminer, en vous disant qu'au lieu que vous vous constituiez partie civile, vous êtes effectivement parmi les conspirateurs. La question, s'il vous plaît. Parmi les comploteurs. Ne lui prêtez pas un terme, s'il vous plaît. Parmi les comploteurs. Si vous n'avez plus de questions, passez le micro. Des événements du 28 septembre. Et j'en ai fini. Attends, Monsieur Fall, est-ce que vous confirmez qu'au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser, le colonel Moussa Tcheboro Kamara ne s'est pas adressé à vous personnellement? Est-ce que vous le confirmez? Il s'est adressé au groupe, pas à quelqu'un particulièrement. Il parlait à tout le groupe. Je veux savoir, est-ce qu'il s'est adressé à vous personnellement? Mais je donne la réponse, il ne s'est pas adressé à moi, il s'est adressé ni à moi, ni à quelqu'un spécifiquement. Il s'est adressé au groupe. Vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Je vous apprends qu'il s'est adressé personnellement à Ella Selou Dalein Diallo et à Sidya Touré. Mais Selou n'était pas notre porte-parole. Il n'a pas parlé avec Selou seulement. C'est que Selou a parlé plus que les autres. Selou n'était pas notre chef là-bas, il n'était pas notre porte-parole. C'est ceux qui étaient devant, il n'était pas le seul. Bouktar a parlé. Regardez, visionnez la cassette. Vous verrez que d'autres, ceux qui étaient en première ligne, ont parlé avec lui. Moi, je n'ai pas voulu parler avec lui. Si j'avais parlé avec lui, on aurait échangé. Mais ce n'était pas assez nous, particulièrement. C'était ceux qui étaient devant. Parce que vous semblez confirmer certains propos comme si, effectivement, c'était une opposition, c'était un empêchement de sa part. Avez-vous la preuve que vous étiez suivi par le colonel Moussa Tcheboro Kamara lorsque vous avez quitté le stade du 28 septembre pour aller à la clinique Ambroise Paré? Avez-vous cette preuve? Raisonnablement oui, puisque nous avons quitté les premiers, le stade du 26 septembre, dans la voiture de Toumba. Et dès que nous sommes arrivés, on a constaté qu'il y avait d'autres véhicules que nous suivaient, dont celui du colonel Moussa Tcheboro. Donc on peut raisonnablement dire que lorsque nous avons pris le départ au stade du 26 septembre, que d'autres véhicules nous ont suivis. Et on a vu les personnes qui sont apparues immédiatement, donc Tcheboro et Marcel et d'autres personnes. Et donc, on a été suivis, c'est évident. Avez-vous vu des véhicules derrière vous, votre véhicule, à partir du stade du 28 septembre? Non, quand nous venions, on n'a pas regardé en arrière. Nous étions préoccupés par d'autres choses. Voilà. On ne savait même pas où on nous amenait. On n'a pas regardé. C'est quand nous sommes arrivés devant la clinique, on a vu que certaines personnes nous suivaient. On les a vus physiquement. C'est des simples affirmations. Est-ce que vous savez qu'ils ne pouvaient pas du tout vous suivre? Est-ce que vous le saviez? Maître, si vous dites que c'est des affirmations, on a vu Tcheboro et Marcel, ils étaient là. Et c'est constant. Moi seul, je ne le dis pas, tous les autres le disent. Ils étaient bel et bien présents. Et comme ils ne sont pas venus dans notre véhicule, ils ont bien emprunté un autre véhicule. C'est la chronologie, c'est par rapport à la chronologie des événements. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tcheboro Kamara est arrivé à la clinique avant vous? Est-ce que vous le saviez? Non.
Maître, nous avons laissé Cellou au stade. Cellou était, quand nous on quittait le stade, Cellou était entre les mains de ses assaillants. C'est affirmatif. Nous l'avons laissé là, ils étaient en train de le battre, et Toumba nous a amenés. Et Toumba est reparti à l'intérieur du stade. Il est revenu en courant. Et dès qu'il est revenu, on est parti. On a laissé Cellou au stade. Donc Moussa Keboro nous a suivis, et peut-être qu'il est revenu encore au stade, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, on était déjà les premiers arrivés à la clinique. Est-ce que vous êtes directement, quand vous avez quitté le stade du 28 septembre, vous êtes directement allé à la clinique Ambroise Paré? Oui, on n'a pas fait un autre arrêt. On est resté un moment dans le véhicule et nous avons démarré et on est allé directement à la clinique sur la grande route de Donka, tourner au niveau du pont du 8 novembre pour aller vers Kamayen. On n'a fait aucun arrêt. Aucun. Est-ce que vous savez que lorsque le colonel Moussa Tcheboro Kamara est arrivé à la clinique Ambroise Paré, il avait fait descendre Elaz Selou Dalen Diallo, ils étaient presque à l'intérieur de la clinique, lorsque Toumba a menacé de faire exploser la clinique. Est-ce que vous le savez? Mais non, non, maître, on a expliqué ça largement. Celui n'est pas venu avec nous à la clinique. Ils sont venus, il y a eu 2 opérations à la clinique là-bas. Quand nous sommes arrivés, on n'est pas rentré à l'intérieur de la clinique. Toumba voulait nous faire rentrer. Si vous allez vous demander aux médecins et aux infirmiers et infirmières qui étaient de service ce jour-là, ils vous le diront. Ils étaient sortis, ils voulaient nous accueillir, ils étaient là. Nous sommes arrivés les premiers, parce que nous avons démarré les premiers du stade. Et donc là, on nous a bloqués, c'est là où Marcel a jailli. Et lorsque nous n'avons pas eu la possibilité de rentrer à l'intérieur de la clinique, Toumba nous a embarqués et nous, on est repartis. À aucun moment, je n'ai reconnu ni Cellou Dalen, ni le président de la commission d'organisation qui est venu ici, qui nous a expliqué ça amplement. Je ne voudrais pas revenir sur cette question. Je crois que le tribunal a compris ce qui s'est passé à la clinique ce jour-là. C'est votre version. Je vous apprends que le colonel Tcheboro était déjà à l'intérieur de la clinique avant que vous ne veniez à la clinique Ambroise Paré. Ce n'est pas une question. Ah, c'est pas une question. Vous avez tout à l'heure semblé confirmer certains propos contenus dans le rapport de la Commission internationale d'enquête, lorsqu'on dit que c'est le colonel Tcheboro qui a affirmé qu'il avait fait arrêter 2 hommes, dont un Guinéen et un Sierra-Léonais, et qu'ils ont été entendus au niveau des services spéciaux. Vous avez semblé confirmer ce propos. Mais est-ce que vous savez que ces propos-là ne sont pas de colonel Moussa Tcheboro Kamara, dans le rapport même? Moi, je n'assume pas ça. Si ça a été dit, si c'est le rapport qui le dit, alors c'est le rapport. Moi, je ne suis pas au courant des personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. Nous avons des séquences très précises de cette journée. Et ce que je peux dire avec conviction, c'est ce que j'ai relaté devant le tribunal. Les autres commentaires, je ne les assume pas. Ce n'est pas de moi. Je ne les assume pas. Et je ne veux pas les commenter non plus. Vous avez semblé confirmer, c'est pourquoi je vous repose la question tout à l'heure. Parce que dans le rapport, je vous apprends ce qui est dit à la page 33, paragraphe 149, in fine. Selon une partie des autorités, ces bérets rouges seraient des délinquants civils recrutés par les partis de l'opposition et dotés de faux uniformes. 2 civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes de commandant Tcheboro, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme, des bérets rouges et avec des armes. Vous voyez que ce propos n'est pas de colonel Moussa Tcheboro Kamara. Mais vous ne m'avez pas suivi. J'ai rejeté l'idée qu'un leader ait recruté des civils ou des rebelles pour infiltrer le groupe. Ça, je l'ai rejeté catégoriquement ce matin. Mais peut-être vous n'avez pas suivi. Mais c'est ce que j'ai dit et je crois que c'est porté ici. Vous l'avez rejeté, mais la question était posée de telle sorte qu'on voulait vous faire dire que c'est le colonel Moussa Tcheboro Kamara qui a tenu ces propos. Et non, vous avez affirmé. Au contraire, voilà. On voulait me faire croire que c'est nous qui avions recruté des gens qui sont venus au stade. C'est ce que j'ai rejeté. Je ne porte pas la responsabilité de ce rapport.
Et je rejette catégoriquement l'idée que nous ayons recruté des mercenaires pour les infiltrer, pour venir nous tuer nous-mêmes. Jamais. Tout à l'heure, vous avez semblé également confirmer les propos de M. Moustapha Koutoubou-Sano. Lorsqu'on vous dit que c'est à 2 heures du matin qu'ils ont quitté le camp Alpha Diallo pour la clinique Ambroise Paré, pour la clinique Pasteur. Vous le confirmez? C'était à 2 heures du matin? Non, je crois que ce n'est pas que ce soit à 2 heures du matin. Voilà. Je crois que c'était avant ça. Mais vous savez, les questions d'heure, c'est... Les gens en parlent, mais avec pas beaucoup de sécurité. Mais M. Moustapha Sano est une personnalité respectée en Guinée. Et nous l'avons vu à l'œuvre ce jour-là. Il est venu, il a parlé. Et j'ai tout lieu de croire que c'est sur leur intercession qu'on a donné l'ordre de nous libérer. Je n'en doute pas, pas du tout. Je fais pleinement confiance à Moustapha Sano. Je vous confirme que ce n'est pas à 2 heures, puisque dans le PV de M. Sidi Touré, il indique ceci. Nous sommes restés là, à la clinique Pasteur, jusqu'à 22h45 minutes. Nous avons vu arriver le Premier ministre Komara, Monseigneur Gomez, Koutoubou-Sano, l'imam de la mosquée Faisal et le colonel Tchebro. Donc, ne confirmez pas que c'était à 2 heures du matin. Mais l'heure de Moustapha, ce n'est pas moi. Mais moi, je dis que c'était vers 11h, vers 23h. Moi, c'est ce que je dis devant le tribunal. Mais l'heure n'est pas... C'est pas les propos de l'heure de Moustapha. Pour moi, ce n'est pas très important. L'essentiel est qu'ils sont venus tardivement la nuit pour nous notifier notre libération. Et ça devait être en 22h30, 23h, peut-être aux environs de minuit même, qui le sait. Mais il est évident qu'ils sont bel et bien venus pour nous notifier notre libération. Merci, M. le Président. C'est bon? Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, merci de m'avoir donné la parole. Oui, d'accord. Voilà, merci. Monsieur le Premier ministre, moi j'aurais seulement que 2 petites questions à vous poser. Des petites questions de précision. Or, Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré devant ce tribunal que vous, personnellement, vous n'avez pas été séquestré dans un quelconque camp militaire. Vous le confirmez? Oui, oui. Je n'ai pas été séquestré dans un camp militaire, non. À part notre passage à l'état-major de la gendarmerie. D'accord. Ok. Ce qui veut dire que vous n'avez pas été non plus au camp Makambo, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ok. Mais ici aussi, vous avez dit qu'aucun de vos militants ne vous a fait savoir effectivement qu'ils ont été transportés dans un autre camp aussi, n'est-ce pas? Non, au sein de mon parti, je n'ai pas eu vent de militants de chez moi qui est transité par ces camps. Non. D'accord. Donc, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit aussi que vous avez été sauvé par le commandant Toumba Diakité. Vous le confirmez? C'est constant. Ok. Ce qui veut dire qu'il vous a sauvé du stade jusqu'au niveau du haut commandement, c'est ça? Il nous a sauvés de graves sévices ce jour-là. Il nous a sauvé la vie. C'est vrai. D'accord, Monsieur le Premier ministre. Donc, dans votre cas, est-ce qu'on peut dire que vous ou quelques membres de votre parti ont été victimes d'enlèvement, de séquestration ou quoi que ce soit de ce genre? Je viens de vous donner au début, tout à l'heure, l'entame. Je viens de vous raconter la fin tragique d'une de mes militantes. La conséquence de la barbarie des militaires ce jour-là. Je peux vous dire beaucoup plus que ça. Mais je crois que je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie parce que ça me fait... Je deviens triste lorsque je l'évoque. Plusieurs membres de mon parti ont été molestés, blessés, des femmes violées, des femmes violentées, des femmes déshabillées, humiliées. Oui, plusieurs. Je l'ai dit déjà. D'accord, Monsieur le Premier ministre. Ce qui veut dire que ces exactions se sont passées au stade du 28 septembre, bien sûr. Oui, nos militantes, celles de mon
les militants et militantes de mon parti, c'était au stade. D'accord. Et est-ce qu'un de vos militants vous a rapporté qu'il a été enlevé pour l'amener ou aller le séquestrer au camp Makambo? Non. Ok, monsieur Fall, avec moi, est-ce que vous pouvez confirmer avec moi devant ce tribunal, parce que monsieur Paul Massagui Lavogui est poursuivi devant ce tribunal, monsieur le président, monsieur le premier ministre, pour enlèvement, séquestration, mais bon, que selon le parquet, tout se serait passé au camp Makambo. Est-ce que vous pouvez confirmer avec moi que ni vous ni aucun membre de votre parti n'a été victime des exactions qui sont reprochées à M. Paul Massagui Lavogui devant ce tribunal? Je ne connais pas Paul Massagui Lavogui, je ne le connais pas. Je l'ai vu à la barre ici, je ne le connais pas. Nous n'avons pas eu affaire à lui. Oui, nous sommes d'accord que vous ne le connaissez pas. Mais dans les rapports que vous avez eus, dans les communications, les messages que vous avez eus avec vos partis, et selon la réalité que vous-même vous avez connue dans cette affaire, est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas été au camp Makambo? Vous n'avez pas non plus, été séquestré là-bas, ni torturé là-bas? Et en plus de cela, aucun membre de votre parti? C'est non, aucun. Ok, donc vous pouvez confirmer avec moi devant ce tribunal que ces faits, c'est-à-dire ces infractions, ces préventions qui sont reprochées à Paul Massagui Lavogui, vous personnellement, ni aucun membre de votre parti n'a été victime de ces infractions qui sont reprochées à Paul Massagui Lavogui? Absolument. Aucun. Je vous remercie. Monsieur le Président, qu'on m'en donne acte. Merci. J'en ai fini. Oui, oui. Monsieur le ministre, parlant du complot, on dit que le professeur Alpha Condé voulait éliminer les concurrents. Est-ce que vous pouvez participer à la formation d'un complot dont l'objectif est de vous éliminer physiquement en tant que concurrent? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment peut-on compléter contre soi-même pour mourir? Il vaut mieux se suicider à la maison, directement, sans participer à un complot. C'est plus simple, non? Bien. Au moment du meeting au stade, est-ce que vos militants se sont attaqués aux gendarmes et policiers qui étaient là? Non. Bien. Aucun manifestant ne s'est opposé. Les rapports de force étaient illégaux. Ils cherchaient plutôt à sauver leur tête. Bien. Et les policiers et les gendarmes qui sont venus, ils étaient là pour encadrer simplement avant l'arrivée des militaires, ou ceux-ci aussi ont participé à des exactions contre les militants? Ils sont rentrés et ils ont massacré. Ils n'étaient pas là pour nous protéger. Ils étaient là pour nous agresser. Et ce qu'ils ont fait. Même les policiers et gendarmes? Et on a dit qu'on n'a pas vu de policiers nous encadrer. Je vous ai dit que les gens qui ont opéré ce jour-là, il y avait des militaires, des bérets rouges, des gendarmes et des policiers. Ce que moi j'ai vu. On m'a rapporté après que les gens qui sont venus de Kalia aussi ont participé aux opérations après nous. Mais moi je ne les ai pas vus. Bien. Et le fait pour M. Toumba de vous sauver, vous leaders, est-ce que c'était pas pour sauver toute la République? Parce que si quelque chose vous arrivait et le pays allait se retrouver dans une situation compliquée? Il n'y a aucun doute que tous les leaders politiques qui étaient réunis ce jour-là au stade, si ces militaires avaient été tués, massacrés, je pense que le pays aurait connu de grands remous, de graves problèmes. Heureusement, le fait de nous avoir sortis de ce stade nous a évité justement cette catastrophe. Bien. Cette dimension est à prendre en compte. Et c'est une dimension extrêmement importante. Très bien. Et vous avez dit ici que professeur Alpha Condé, selon vous, que professeur Alpha Condé n'avait pas l'intention d'organiser ce procès.
selon vous, quelle était la cause qui le poussait à ne pas organiser ce procès? Je réponds à cette question. Bon, d'accord. Est-ce que politiquement, professeur Alpha Condé était en mesure d'organiser ce procès politiquement? Mais bien sûr. Sauf s'il avait... Parce que vous avez été ministre en son temps. Il avait toute l'attitude de l'organiser, sauf s'il avait d'autres raisons de ne pas le faire. Vous, en tant que ministre de son régime, vous n'en savez pas... vous ne savez pas la cause? M. Alpha Condé viendra vous le dire quand il viendra à la barre ici. Il vous dira pourquoi il n'a pas fait. Mais s'il n'avait pas d'autres raisons, il avait toute la latitude, il avait tout en main pour organiser ce procès. Il avait l'appui des Guinéens, l'appui du gouvernement, l'appui des partis politiques et l'appui de la communauté internationale. Les Nations Unies, tous les partenaires de la Guinée voulaient qu'il y ait un procès. Et non, c'est lui seul qui savait pourquoi il ne l'a pas fait. Ok, merci, Monsieur le Président. La défense n'a plus de questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, vous aviez soutenu ici à plusieurs reprises qu'à la clinique Pasteur, vous étiez en situation de détention. Alors j'ai envie de savoir, est-ce qu'une seule fois, vous aviez exprimé l'envie de vous rendre à votre domicile et qu'on vous a empêché? Non, je n'ai pas dit que nous étions en situation de détention à la clinique. J'ai dit qu'on nous avait amenés à la clinique pour nous donner des soins. Mais de l'instant où on nous a extrait du stade du 26 septembre jusqu'à la clinique Pasteur, aucun de nous n'a manifesté le désir de partir. D'abord, c'est dû à l'insécurité qui régnait en ville et des menaces qui pesaient sur nous. Donc, on ne pouvait pas, même si on avait la possibilité, on aurait réfléchi 1000 fois avant de regagner nos domiciles. Très bien. Très bien. Une bonne réponse que je voudrais qu'on donne au primitif. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que c'est pour des questions, pour des mesures de sécurité qu'on vous a maintenu là jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour vous conduire en toute sécurité à votre domicile? Je ne crois pas. C'est l'équipe qui est venue nous annoncer qu'on pouvait rentrer chez nous. Vous avez écouté le récit du ministre Moustapha Sano. Et c'est clairement, ils sont intervenus auprès du président du CNDD pour qu'il accepte de nous libérer. Donc c'était loin de l'idée qu'on était protégés. C'est de qui? Mais c'est eux-mêmes. Je pense que nous étions, les gens sont intervenus pour qu'ils acceptent de nous libérer. C'est ce qu'ils ont dit. Ils nous l'ont dit aussi quand ils sont venus. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis élevé contre leurs propos. Mais ce que vous dites là est en contradiction avec la réponse que vous venez de donner à ma première question. Laquelle? Ah mais je vous ai posé la question. Est-ce que vous aviez exprimé à la clinique Pasteur le désir de vous rendre à votre domicile et qu'on vous a empêché? Mais nous n'avons pas demandé. J'ai dit qu'aucun de nous n'a demandé d'aller à la maison. Et vous avez enchaîné en disant que c'était pour des mesures de sécurité, nous étions sous des menaces et puis ça pouvait s'expliquer comme ça. Non, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on avait les militaires qui nous empêchaient de partir, mais nous-mêmes, on n'est pas... Si ils nous avaient libérés la nuit, là, sans l'escorte pour aller chez nous, on ne serait pas partis. Nous sommes partis à nos domiciles avec des militaires. Mais nous étions bien les bien détenus. Le tribunal appréciera. Hein? Non, il n'y en a pas. Voilà, le tribunal appréciera. Bien. Vous aviez soutenu ici la tenue d'une réunion le 27 septembre 2009 au camp Al-Fayaya, la veille du jour fatidique. Vous maintenez cette déclaration? Je réponds à cette question. Est-ce que vous avez la preuve de la tenue de cette réunion? Je réponds à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse. Largement. Je n'ai pas entendu la réponse. Une autre question. Et c'est vous qui l'aviez posée d'ailleurs. Non. Une autre question. Sur la présence supposée
du président Moussa Dadis Camara, questions posées à vous par un de vos avocats. Est-ce que vous savez que cette présence supposée a été soutenue ici suite à un certain monsieur qui s'est fait passer pour un ancien des services de renseignement avec le nom Charlie Loulou, qui a dit, je cite, que le président Dadis a été conduit au stade par le colonel Claude Pivy. Est-ce que vous savez que c'est suite à sa déclaration sur les réseaux sociaux que les confrères de la partie civile ont même transcrit ses propos, et même des confrères de la défense divisée, pour produire le débat ici? Est-ce que vous le savez? Mais moi, je ne vais pas commenter cela, parce que j'ai dit clairement que cela ne me concerne pas. Très bien. Ceux qui l'ont dit et ceux qui l'ont présenté au tribunal vont prouver devant le tribunal. Très bien. Le tribunal est chargé de cette question. Est-ce que vous savez que cette version qui a été soutenue ici et qu'on a voulu vous faire avaler a été battue en brèche par un rapport produit au débat par le parquet sur la présence effective du colonel Claude Pivy à Koya le jour des événements? On ne peut pas me faire avaler n'importe quoi. Je sais. Je ne consomme pas n'importe quoi. Je sais. Et sur cette question, je n'ai pas de commentaire à faire puisque je suis complètement étranger à cette question qui est portée devant le tribunal et le tribunal l'appréciera. Très bien. En fonction des informations que le tribunal recevra des avocats, certainement qui défendent cette thèse. Pas moi. Merci, monsieur le Premier ministre, et je continue. Durant toute votre intervention, vous avez soutenu avoir vu des cas de viol, des cas de mort, des cas de blessures. Mais est-ce que vous savez que Toumba, que vous déclarez ici avoir été votre sauveur, a nié ici à cette barre n'avoir vu aucun corps, n'avoir vu aucune femme violée alors que vous étiez ensemble? Je crois que Toumba a dit qu'en nous menant vers l'esplanade, il a vu des gens en train de tirer une femme nue vers le palais des sports. Je crois qu'il l'a dit, nous l'avons vu aussi. Nous avons vu cette femme dévêtue qu'on traînait. Je le dis sous le contrôle du tribunal, sous le contrôle de tous les acteurs impliqués dans ce dossier. Oui, vous pouvez apporter la réplique plus tard. Une autre question. Il a répondu. Voilà. Mais que la défense de Toumba se calme. Bien. Monsieur le Premier ministre, on vous a aussi posé la question, venant bien sûr de vos avocats, que la commission d'enquête nationale n'a pas entendu le président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous savez que, vu ce qui s'est passé le 3 décembre, qu'il était impossible pour la commission d'enquête nationale qui a produit son rapport en janvier 2020, qu'il était impossible pour cette commission d'entendre le président Moussa Dadis Camara? Franchement, je ne voudrais pas discuter de cette question avec vous, dès lors que je vous dis que la commission nationale d'enquête ne m'intéressait pas. Je ne me suis même pas intéressé à ce qu'ils ont fait. Et pourtant, non, s'il vous plaît, Laissez-le je peux répondre. Je ne me suis pas intéressé à leur travail, je ne croyais pas à la commission nationale. Et je vous ai dit ici, le premier jour de ma comparution, que j'ai entendu un honorable membre de cette commission, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime, dire sur une antenne, une interview, il a dit clairement que ce sont les leaders des forces vives qui sont responsables des tueries survenues au stade du 28 septembre. J'ai perdu vraiment de l'estime pour lui ce jour-là. Et quand un membre de cette commission le dit, c'était un honorable avocat en plus. Alors il y a lieu de croire que cette commission nationale d'enquête ne pouvait pas donner les résultats attendus. Mais pour tout commentaire, je n'ai rien à dire sur cette commission, je n'ai pas suivi leurs travaux. Et ça ne m'a pas intéressé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous détestiez le travail de la commission d'enquête parce que simplement elle n'a pas écrit ce que vous avez voulu entendre? Mais nous savions que pour nous, ceux qui étaient incriminés, c'est eux-là qui décidaient de mettre en place une espèce de justice, selon leurs vœux. Et c'est la raison pour laquelle nous n'étions pas partants pour cette commission nationale d'enquête. D'accord. Venons-en
à la commission d'enquête internationale que vous reconnaissez. Est-ce que vous savez qu'il a été aussi impossible pour cette commission d'enquête internationale d'entendre le président Moussa Dadis Camara? Et ils n'ont pas entendu tout le monde. Et je sais qu'ils ont fait un bon travail, parce que c'est leur rapport qui a servi au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Donc le travail qu'ils ont accompli ici était un travail remarquable. Très bien. Puisque c'est eux qui ont qualifié en premier le crime commis ici, le crime contre l'humanité. Et pour qui connaît la personnalité de Mohamed Bedjaoui, qui était membre de la Commission internationale, la Cour internationale de justice, et qui était même l'ancien président de la Cour internationale de justice, c'est un monsieur qui fait autorité dans le domaine judiciaire. Donc, c'est leur rapport qui a permis au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Et donc, ça, c'est du bon travail. Donc, je vais continuer, juste pour vous souligner, autant la commission d'enquête nationale et internationale n'ont pu entendre le président Dadis, et la réponse est simple, le 3 décembre est passé par là. Je continue. Parlons toujours du rapport de la commission d'enquête internationale, que vous croyez, hein, que vous saluez. Je vais, avec la permission du tribunal, lire la page 17, paragraphe 64, et confondre ça à votre version ici à la barre. Pendant que les manifestants tentaient de fuir, des militants ont encerclé les leaders politiques qui se trouvaient dans la tribune pour les protéger. Le lieutenant Aboubakar Chérif Diakité alias Toumba a exigé de Cellou Dalein qui descende sur la pelouse. Et comme celui-ci refusait de bouger, il a donné l'ordre à des bérets rouges de monter dans la tribune. Les bérets rouges ont assailli les leaders politiques et plusieurs de leurs garde-corps ont été blessés, notamment par balle, dont celui qui s'est interposé quand le chauffeur du président Sankara Kaba a tiré sur Cellou Dalein Diallo. Entre-temps, Jean-Marie était sous la menace des personnes qu'il a identifiées comme d'anciens membres de l'UNIMO, en tenue des bérets rouges. Sur intervention du commandant Tchebro, il a réussi à échapper aux bérets rouges en acceptant de suivre ces derniers. N'est-ce pas? Cette partie du rapport est en contradiction avec vos propos selon lesquels Toumba vous a sauvé. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai rapporté au tribunal. De l'instant où Toumba est rentré au stade, jusqu'au moment où il nous a déposé à la gendarmerie, Toumba n'a posé que des actes qui nous ont permis d'être sauvés. C'est ce que je peux dire comme commentaire. Donc vous contestez cette partie du rapport? Je ne veux pas commenter cette partie du rapport. Très bien. Pas fait de commentaire. Je vais continuer. La page 20 du paragraphe 77 du même rapport. Des bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba sont entrés dans le stade et se sont déployés en demi-cercle, tirant par rafale directement sur les gens, en direction des gradins à gauche de la porte principale du stade, vers le nord, sur la foule amassée sur la pelouse, ainsi que les premiers rangs des tribunes vers roue, tuant ainsi sans distinction des dizaines de manifestants. Cette version n'est-elle pas en contradiction avec celle que vous tenez ici, encore une fois? Je ne commente pas ce que d'autres disent. Je soutiens ce que j'ai vu. N'êtes-vous pas... S'il vous plaît, maître. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. J'ai pensé que vous avez fini. Ce que je peux dire devant ce tribunal, c'est ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai rapporté fidèlement à ce tribunal, sans autre commentaire. N'est-ce pas, dans ces conditions, vous êtes en contradiction avec ce document que vous avez tout le temps salué? Je ne suis nullement en contradiction avec quelque document que ce soit. Je rapporte au tribunal ce que j'ai vécu moi, pas ce que quelqu'un d'autre me dit. C'est ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu,
C'est ce que je rapporte devant ce tribunal. Parlons de la page 37, paragraphe 167 du même rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 h du matin et que des bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans des endroits distincts, identifiés. Cette version ne vient-elle pas entrer en contradiction à nouveau avec ce que vous soutenez ici? Maître, encore une fois, je vous dis, j'ai rapporté devant ce tribunal ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Les gens peuvent faire des commentaires, mais je crois que l'affaire des corps enlevés dans les hôpitaux, à la morgue de Donka surtout, et au stade, cette question est pendante devant ce tribunal. Et cette question est cruciale. Quand le tribunal se déterminera par rapport à cette question, peut-être que nous saurons le nombre de morts et nous saurons aussi l'ampleur de la responsabilité de ceux qui ont perpétré cet acte criminel. Je sais que vous êtes très prudent pour aborder des questions qui mettent en cause vos déclarations, mais ça ne m'empêche pas de poser des questions. Parlons toujours de la commission d'enquête internationale que vous louez tant. Est-ce que vous savez que cette commission est arrivée en Guinée le 25 novembre 2009 et a quitté le 5 décembre 2009, soit 10 jours de travail seulement? Mais je n'étais pas là. Au moment où la commission internationale arrivait à Conakry, nous étions déjà dehors. Très bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce document a fait autorité, puisqu'il a été accepté par le Conseil de sécurité, qui est un organe très important. Et donc, logiquement, ils ont fait du bon travail. Généralement, les missions des Nations Unies ne durent pas très longtemps. Ce sont des experts. Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je ne veux pas trop commenter le rapport de la Commission internationale d'enquête. Je vous prends au mot. Ce document fait autorité. Oh, il a fait autorité au Conseil de sécurité. Alors, si ce document fait autorité, n'est-ce pas, votre version ici doit être prise avec beaucoup de méfiance? Et ma version est tout à fait authentique, venant de quelqu'un qui est devant le tribunal et qui parle devant le tribunal en toute connaissance de cause. Pourtant, elle est contradictoire avec le contenu de ce rapport. Je n'ai pas envie de trop tirailler avec vous, maître. En contenu, le tribunal appréciera. Je n'assume pas ce que vous dites. Ce rapport de 60 pages a soutenu avoir entendu en 10 jours 687 personnes, entretenir des ONG et les autorités. Vous, en tant qu'expert des Nations Unies, juriste de formation, diplomate rompu en la tâche, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire un travail sérieux de ce genre, entendre 687 personnes, faire des rendez-vous avec les autorités et les ONG en 10 jours? Je ne veux pas juger cette commission. Je comprends votre méfiance. Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, vous savez que contrairement à la commission d'enquête nationale qui a travaillé 2 mois et demi pour sortir un rapport, si nous devons en tout cas juger les deux, on doit quand même considérer que celui-là qui a pris plus de temps a plus de crédibilité d'avoir fait un bon travail? C'est vous qui le dites, parce que le rapport de cette commission n'a été pris en compte nulle part. Si. C'est vous qui le dites. Je vous informe tout à l'heure et je vous dirai où est-ce que ça a été pris en compte. Pas à ma connaissance en tout cas. Oui, je vais vous indiquer ça. Parlons de la commission d'enquête nationale que vous détestez.
Est-ce que vous savez que cette commission était composée des avocats, des magistrats, des activistes des droits de l'homme connus pour leur honorabilité? Il est facile de le dire, mais nous n'avons pas eu confiance à cette commission, malheureusement pour vous. Nous n'avions aucune confiance à cette commission. Je vais, avec la permission du tribunal, vous dévoiler, et même à la face de l'opinion nationale et internationale, les visages qui ont composé cette commission, que vous déclarez, n'est-ce pas, ne pas être crédible. Il y avait à sa tête Sirima Kouyaté, qui est magistrat aujourd'hui à la Cour suprême, Doura Chérif, on n'a pas besoin de décrire personnel, CCTA, ancien membre de la Cour constitutionnelle, Massouma, magistrat en service à la Cour suprême, Baïla Diallo, aussi magistrat, Chérif, Ibrahima Chérif Kamara, magistrat, Aïdara Wala, Mohamed Lamine Souma, avocat, Amara Chérif, avocat, Francis Charles Haba, professeur d'université et avocat en même temps, Kake Makanera, professeur d'université, Hassan Ba, que vous connaissez bien, grand médecin légiste, Omar Taïbata Badlé, Fromo Frédéric Loa, Pierre Tono, Morgan, Fatmata Morgan de la société civile, Pierre Koivogi, Sedouba Djoubaté, Michel Koriman de la France. Je me limite là. Vous pensez que toutes ces personnes-là n'étaient pas aussi crédibles pour résister et faire preuve de neutralité et d'indépendance? Je ne veux pas porter de jugement sur ces personnes, mais la commission, en tant que telle commission nationale, nous n'avons nullement confiance à cette commission. On a vu d'autres commissions qui avaient été mises en place par le CNDD, qui comprenaient aussi beaucoup de personnalités et dont le travail n'a pas été honorable. Donc nous avions des réserves sur cette commission nationale d'enquête. Je n'ai rien contre ces personnes que vous avez citées, mais la commission en tant que telle, nous n'avions pas confiance. Je vais, avec la permission du tribunal, exploiter l'ordonnance par laquelle cette commission a été créée. D'accord? Je vais, avec la permission du tribunal, aborder l'article 2 de cette ordonnance qui dispose comme suit. La Commission nationale d'enquête a pour mission d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009, ainsi que sur les préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. N'est-ce pas là l'expression d'une volonté politique pour faire la lumière sur cette affaire? Vous me rappelez une expression bien connue dans l'histoire de notre pays, la vérité du ministre. Je pense que cette vérité dont il parle devait être de ce genre-là. La vérité qu'eux, ils voulaient. On l'a dit ici en d'autres circonstances. Et nous savons ce qui s'est passé avec cette vérité du ministre. Et donc c'était une espèce de vérité comme ça. Et nous n'avons aucune confiance à cette commission. Vous savez, Bête, le 28 septembre était un événement mondial. Et aujourd'hui, ce procès emblématique est suivi par le monde entier. Mais les événements du 28 septembre aussi étaient emblématiques parce que le monde entier avait suivi ce qui s'est passé à Conakry et c'était effroyable. Et le gouvernement avait pris peur. Et quand ils ont pris peur, ils ont pris le devant. Ils savaient que la communauté nationale allait venir. Ils ont essayé de mettre en place leur commission à leur façon. Et je ne doute pas que leur résultat aurait conclu en la responsabilité des leaders des forces vives. Et c'est ce qu'ils recherchaient. Et c'était ça le but. Et nous l'avons perçu. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions nullement confiance à cette commission. Je ne voudrais pas répondre maintenant à cette question. Je l'ai répondu plusieurs fois. Et je voudrais me limiter au dernier commentaire que je viens de faire sur cette commission nationale d'enquête. Je vais continuer mes questions. Vous êtes libre de ne pas répondre. Voilà. À l'article 7 de cette ordonnance, il est dit ceci. Les audiences de la commission d'enquête internationale sont publiques. La commission d'enquête indépendante sont publiques.
n'est-ce pas une opportunité pour vous à l'époque de venir publiquement dire ce que vous soutenez ici et permettre au public national et international d'apprécier ce qui s'est effectivement passé? C'est ce que je fais aujourd'hui devant une juridiction en laquelle je crois. Et ce que je suis en train de faire depuis 3 jours. Je crois en cette juridiction. Et c'est pour ça que je suis venu. Et c'est la raison pour laquelle je suis présent. D'accord. L'article 9, et je vais continuer, ce sera la dernière partie que je vais exploiter dans ce rapport, dans cette ordonnance, autant pour moi. Article 9. À l'issue de ces travaux, la Commission nationale d'enquête indépendante dresse un rapport, émet un avis et prône les recommandations nécessaires à une justice effective en ce qui concerne les faits relevant de sa compétence. Ce rapport rendu public est publié au journal officiel de la République. Est-ce que vous savez que le réquisitoire du procureur général qui a déclenché cette poursuite s'est appuyé sur le rapport de cette commission nationale d'enquête et le rapport de la commission d'enquête internationale? Maître, je reviens encore sur un sujet sur lequel j'ai eu à m'étendre très largement. Vous rappellerez qu'avant le début de ce procès au mois de septembre, le procureur de la Cour pénale internationale à ces pays, M. Karim Khan, était à Conakry. Et à cette occasion, il s'est entretenu avec le gouvernement, les autorités nationales, ont passé un accord. Ce procès prendra tous les éléments, y compris le rapport dont vous parlez, et tous les rapports qui lui seront soumis. C'est le rôle de ce tribunal, d'apprécier. Mais je tiens à vous dire que ce tribunal, en lequel je crois fermement, saura faire la part des choses. Et nous sommes encore, et jusqu'à maintenant, nous sommes sur notre position que cette commission nationale était mise en place pour les besoins des autorités d'alors, tout comme ils l'ont fait avec le comité ad hoc en inversant lors des élections. Tous les moyens étaient utilisés à cette période-là pour pouvoir aller dans le choix de leurs décisions. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avions nullement confiance en cette commission. Et puisque nous disons que nous n'avions pas confiance, alors pour moi, tout ce qu'ils auront dit, je n'ai pas confiance. J'ai confiance en la juridiction qui est devant moi et qui est en train de juger cette affaire maintenant, en toute transparence. Je vous lis les 3 premières lignes du réquisitoire introductif du 8 février 2010. Le visa. Le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, vu le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante sur les événements du 28 septembre 2009, le premier acte visé, vu le rapport de la Commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre 2009, attendu qui résulte contre Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba et tous autres, je vais me faire l'économie de l'île Aurès. Vous vous dites ici que vous n'avez pas confiance au travail de la commission d'enquête nationale. Et pourtant, c'est sur la base de ces documents que cette justice que vous louez aujourd'hui est en marche. N'est-ce pas? Je n'ai pas fini. Allez. N'est-ce pas? Vous êtes en train de vouloir une chose et son contraire. Maître, vous ne comprenez pas l'enjeu de ce procès. Lorsque je suis arrivé ici, le premier jour, lorsque j'ai pris la parole, j'ai fait un rappel historique des événements qui se sont passés au stade du 28 septembre. Le dossier qui est en jugement est un dossier qui porte sur des crimes contre l'humanité, donc dépassant les limites d'une juridiction nationale et qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est uniquement au nom de la complémentarité, j'ai largement expliqué la complémentarité,
Peut-être que vous l'avez compris, mais c'est au nom de la complémentarité que ce tribunal juge aujourd'hui une affaire de crime contre l'humanité, quelle que soit la qualification qui a été donnée au début de ce procès. Je suis certain qu'avant la fin de ce procès, il y aura une requalification de ce qui a été dit. Et donc, ce qui a été dit et ce qui est réel, c'est que ce tribunal est là sur un dossier qui est toujours inscrit au rôle de la Cour pénale internationale, dont elle s'est dessaisie en donnant plein droit à la Guinée au titre de la complémentarité. Et c'est à ce titre que ce tribunal siège aujourd'hui. Et la communauté internationale a l'œil sur Conakry. La Cour pénale aussi suit ce procès. Ce procès va se dérouler selon les normes régulières. Et comme je l'ai dit, je n'ai aucun doute. Très bien. Je fais plus confiance à cette juridiction que cette commission qui avait fait son travail de l'époque et qui était une commission aux ordres. Très bien. Vous venez de dire que vous êtes certain qu'il pourrait avoir réqualification avant la fin de ce procès. Sur quoi vous vous appuyez pour tenir une telle affirmation? Parce qu'une juridiction, je pense que vous êtes un spécialiste du droit, toute infraction, il y a les éléments de l'infraction. Tous les éléments de crimes contre la communauté, plutôt, tous les éléments de crimes contre l'humanité sont réunis dans cette affaire. Et c'est sur cette base que le tribunal l'appréciera. Très bien. La qualification des infractions ne se fait pas en l'air. Très bien. Et comme vous avez fait des cours de droit pénal, il est évident qu'une infraction est d'abord qualifiée en fonction de ses éléments constitutifs. Très bien. Quand les éléments constitutifs sont réunis, alors le tribunal l'appréciera. Très bien. Et sur cette base, j'espère que le tribunal appréciera justement ces éléments qui sont réunis. Très bien. Et là, on a utilisé une attaque massive contre des groupes de personnes. On les a massacrés. On a fait des viols sur de nombreuses personnes. Et tous les éléments des crimes contre l'humanité sont réunis. Et je crois que les avocats de la partie civile l'ont amplement développé l'autre jour. Il appartient maintenant au tribunal d'apprécier. Vous avez parlé en technicien, même pas en tant que victime. Est-ce que vous pouvez permettre alors qu'on dialogue sur cette partie technique que vous venez d'aborder? Je crois que le président ne nous permettra pas de faire cette conversation, mais je reste disponible à discuter avec vous, même en dehors de cette salle. Faisons gagner le temps à ce tribunal. Évidemment, parce qu'il n'en est pas encore question. Je respecte la décision du tribunal. Je continue, parce que j'avais voulu vous amener à vous contredire par rapport à cette technicité. Monsieur le Premier ministre, cette commission a rendu son rapport en janvier 2010 autant pour moi. 2010, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était plus aux affaires. Pensez-vous qu'à cette date, il avait le pouvoir d'influencer encore, pendant qu'il n'était plus aux affaires, les conclusions de ce rapport? Ce sont les hommes qui avaient été mis en place à cette époque-là, qui avaient fait leur travail, qui ont rendu ce rapport. Et la commission d'enquête internationale, c'était des robots? Pardon? Et la commission d'enquête internationale était composée des robots? Des robots? Vous dites que ce sont des hommes qui ont fait le rapport que vous contestez, que vous ne croyez pas. Alors je pose la question, est-ce que la commission d'enquête internationale... C'est pas ce qu'il a dit. Oui, mais il a dit que c'était des hommes. Il a dit que ce sont les hommes qui avaient été mis en place. Et n'est-ce pas aussi les mêmes hommes qui avaient été mis en place pour sortir les travaux de la commission d'enquête internationale? Mais maître, en quoi on pouvait leur donner des ordres? C'est une commission très honorable qui est venue ici. Et la qualité des personnes, les personnes qui sont arrivées ici, sont des personnes d'une moralité exemplaire, qui ne relevaient pas d'un gouvernement et qui n'avaient aucun intérêt à prendre part pour Paul ou Pierre. Ils sont venus, ils ont constaté des faits et ils ont fait rapport aux Nations Unies, au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Donc, moi, je ne remets pas en cause la crédibilité de la Commission internationale d'enquête. Très bien. Parce que je connais comment ça fonctionne. Discutons toujours de la crédibilité.
Ah oui, on va en parler. Votre manifestation du 28 septembre 2009 n'était pas que l'œuvre des partis politiques. C'était aussi l'œuvre des organisations de la société civile, n'est-ce pas? Non. La veille de notre manifestation, la société civile s'était désolidariser. Ils ne sont pas venus. Évidemment, certains sont venus à titre personnel. Mais la société civile, vers la fin, vous savez, les forces vives avaient été infiltrées. Il y a eu beaucoup de transactions. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici devant ce tribunal. Tout ce qui a été fait pour affaiblir les forces vives, si je rentre dans ce détail, on ne sortira pas de cette salle. Donc, les sociétés civiles officiellement n'étaient pas avec nous parce que les dernières réunions, ils n'étaient pas là. Très bien. Est-ce que vous pouvez dire ici les acteurs de la société civile qui sont venus à titre personnel? Non, je veux dire que lorsque nous avons tenu les dernières réunions plénières, la société civile n'était pas représentée en tant que telle. Mais les personnes de la société civile qui sentaient que vraiment ces personnes-là, elles croyaient qu'elles devaient participer à cette manifestation, ces personnes-là sont venues et parmi elles, il y a eu de graves victimes, beaucoup de victimes. Mais c'était tout le monde. À partir du moment où le réquisitoire qui a conduit à la tenue de ce procès a visé en premier lieu le rapport de la commission d'enquête nationale, est-ce que vous pouvez nier ici que le président Moussa Dadis Camara, qui est cette personne qui a créé et meublé cette commission, n'avait pas la volonté de judiciariser cette affaire? Le tribunal appréciera. Merci. Alors, je vais continuer, toujours dans le cadre de mes questionnaires, parlant de la commission d'enquête internationale que vous aimez tant. Est-ce que vous savez que cette commission d'enquête internationale s'est appropriée de façon d'ailleurs exclusive du rapport d'une organisation de défense des droits de l'homme, partie civile dans ce dossier? Ben, cette ONG était dans son rôle. Alors, est-ce que dans ces conditions, cette organisation qui a nourri le travail de la commission d'enquête internationale, qui aujourd'hui se constitue partie civile contre les accusés, est censée avoir fait un travail impartial? Quel intérêt la Commission nationale des droits de l'homme avait-elle d'accuser le gouvernement? La Commission des droits de l'homme s'occupe du respect des droits de l'homme et je pense qu'ils ont fait un très bon travail en Guinée depuis son institution. Je n'ai aucune raison de douter de sa crédibilité. Ils sont là pour accompagner l'avènement de l'état de droit dans notre pays et ils font un travail remarquable. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont aidés à travers certains gouvernements pour faire soigner certaines victimes à Dakar. J'ai aucune raison de penser comme vous le faites maintenant. Ils ont fait un bon travail, ils sont partis civils, ils ont raison. C'est eux qui ont suivi, ils ont mieux suivi que nous tous. Ils étaient sur le terrain, ils ont vu les victimes, ils savent de quoi les gens ont souffert, notamment les femmes qui ont été violées et les corps qu'on a enlevés, qu'on a dissimulés. Ils le savent très bien. Et c'est la raison pour laquelle, et comme ils défendent les droits de l'homme, alors ils sont obligés d'être là pour dire à la Cour ce qu'ils savent de ce qui s'est passé. À partir du moment où ce sont ces quelques organisations qui se constituent partie civile, qui ont guidé et orienté le travail de la commission d'enquête internationale, sommes-nous en droit d'accorder du crédit au contenu entier, je dis bien entier, du rapport de la commission d'enquête internationale? La Cour appréciera cet aspect. La Cour est là pour tout apprécier. Elle appréciera les différents rapports qui ont été soumis. Et je suis certain qu'au terme de ce procès, la Cour se prononcera en toute connaissance. Je n'en doute pas. Je suis à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
que l'indiscipline dans l'armée est antérieure à l'avènement du CNDD au pouvoir? Franchement, je prends tous les Guinéens témoins. L'indiscipline que nous avons observée pendant l'année pendant laquelle le CNDD a dirigé ce pays, on n'avait jamais vu une telle indiscipline en Guinée au sein des forces armées. Le président du CNDD lui-même l'a dit. Lui-même, il l'a dit sur les antennes de la radio et de la télévision. Et ça tourne toujours en boucle sur les réseaux sociaux. Cette indiscipline, elle était caractérisée surtout au temps du CNDD. Surtout. Il se croyait tout permis. D'accord. Et il faisait n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. J'ai envie de savoir, est-ce qu'avant l'avènement, vous dites que c'était caractérisé, d'accord. On ne conteste pas. Est-ce qu'avant l'avènement du CNDD, il y avait aussi de l'indiscipline dans l'armée? Pas autant. Je n'aime pas. Est-ce qu'on si on doit caractériser l'indiscipline, c'est au temps du CNDD. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait de l'indiscipline quand même? Non, j'ai vu à l'époque ici, les officiers étaient respectés par les soldats, le grade militaire était respecté. Nous avons vu des caporaux, des lieutenants battre des généraux ici pendant le CNDD. On a vu des tas d'indiscipline en Guinée au temps du CNDD. Mais s'il y avait une discipline, elle s'est accentuée pendant la période du CNDD. Tout le monde, tous les Guinéens le savent. Tout le monde le sait. Le président du CNDD lui-même l'a dit. C'est pas moi qui le dis seul. Lui-même, il l'a reconnu, il l'a dit. Il a dit qu'il ne contrôle pas l'armée. Et pourtant, lorsqu'il y a eu élection, qu'il y a eu un président civil, qui n'est pas un général, ni un colonel ou un maréchal, lui, il a su canaliser l'armée par la réforme du secteur de sécurité. La réforme qui est arrivée au niveau de l'armée, il faut la volonté. Quand on a la volonté de réussir, on réussit. Mais il n'y avait pas de volonté pour discipliner l'armée à cette époque. On a laissé les soldats faire ce qu'ils veulent. On les voyait se pavaner en ville ici, faire n'importe quoi, avec la bière qui jetait dans la rue partout. Je vais vous rappeler ce que le président Moussa Dadis a dit quand il soutenait qu'il y a de l'indiscipline dans l'armée. Il a dit ceci, que j'ai hérité d'une armée indisciplinée. Les vidéos existent. J'ai hérité d'une situation. S'il y avait de l'indiscipline, elle s'est multipliée de façon exponentielle au temps du CNDD. Oui. Tous ceux qui sont dans la salle ici étaient en Guinée à l'époque. Et tout le monde le sait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Oui. Vous avez ce matin communiqué une photo. Oui. Quel est le mal que vous avez subi? Pardon? Le mal que vous avez subi. Ben, le mal est là. Et j'ai expliqué, c'était au coude. J'ai développé un nigroma que j'ai dû faire opérer. J'allais perdre mon bras. Et j'ai expliqué pourquoi les autres ont des pansements à la tête et moi je n'en ai pas. Ça fait rire certaines personnes. Mais c'est la réalité. Moi j'ai reçu 2 coups violents sur la tête qui auraient pu me casser la tête comme les autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis tombé avec un violent coup. Et s'il a été arrêté, il a vu. Et quand nous étions à la clinique le soir, pendant que chacun racontait les périspéties de cette journée, que Jean-Marie, le moment n'était pas indiqué, Jean-Marie nous montrait les sévices sur son corps et nous disait, je vais le dire devant le tribunal, puisque je ne voulais pas le dire. Jean-Marie a dit, depuis qu'il est né, qu'il n'a jamais été battu comme ce jour-là. Il nous l'a dit. Et il a enlevé son pantalon, on a regardé son corps. Ça faisait pitié. Ils avaient aussi les têtes, tout le monde avait la tête cassée, avec les pansements. Moi, je ne l'avais pas, parce que Sidéa s'est tourné vers moi, il m'a dit, mais toi là, mon frère, tu as vraiment une carapace sur la tête. Hein. C'est peut-être cette carapace-là qui m'a sauvé. Mais j'ai souffert comme vous avez vu les photos, j'ai souffert du coude. D'accord. Le mal est guéri chez vous? Pardon? Le mal est guéri? Ah oui, j'ai été opéré, donc c'est fini. J'ai été opéré à Paris. D'accord. Et après les événements, à quel moment vous êtes sorti du pays? Une autre question. J'ai répondu à ça. D'accord. Le 3 décembre 2009,